Il a toujours la confiance du chef. Félix Tshisekedi instruit Jules Alinguete de poursuivre sans désemparer la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. L'inspecteur général, chef de service de l'IGF, a été reçu par le président de la République. 100 jours du gouvernement souminois, les réalisations ne sont pas encore palpables dans les circonscriptions au regard de la situation misérable dans laquelle vivent les Congolais dans presque tous les secteurs de la vie nationale. L'opposition et la population ont livré leurs impressions dans ce journal. Controverse autour de la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. La énième prorogation a été votée à l'Assemblée nationale sans les élus de l'Est qui ont claqué la porte, estimant que cette mesure actuelle en vigueur a montré ses limites au regard de la détérioration de la situation sécuritaire. Le point sur l'actualité. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. On ouvre avec la rencontre Félix Tshisekedi, Jules Alinguete. L'inspecteur général, chef de service de l'IGF, a été reçu hier, mercredi, par le chef de l'État. Ce dernier a fait le rapport complet des activités de la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Félix Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à combattre sans faille la corruption dans le pays et a réitéré son soutien total au travail difficile de l'IGF. Félix Tshisekedi a, dans la même journée, reçu également le directeur général de la RSP. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Jules Alinguete a présenté les rapports de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a instruit Jules Alinguete et toute son équipe de poursuivre avec sa bénédiction la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a réitéré sa détermination à éradiquer les antivaleurs dans la gestion de la chose publique et a témoigné à l'inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, de son soutien total. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de la lutte contre la corruption, a dit l'inspecteur général, chef des services de l'IGF. Une autre audience, c'est celle accordée au directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Miguel Cachal Katembe devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Cela fait 100 jours depuis que le gouvernement Judith Suminwa est entré en fonction et a été investi par l'Assemblée nationale. Quel bilan au regard des multiples attentes de la population? Christian Kélanger a accordé la parole à la majorité, l'opposition et aux Quinois. Les détails dans ce reportage. Le gouvernement souminois s'est mis au travail depuis le 12 juin, date à laquelle il a été investi par les élus avec un programme chiffré à 18 milliards de dollars américains, se fixant ainsi plusieurs objectifs, notamment dans le domaine de l'emploi, du social, de la santé et de l'éducation. Mais qu'a fait exactement l'équipe souminois 100 jours après son entrée en fonction? Je réalise que dans le peu de temps que Mme Souminois a dû réaliser, on a vu que la majorité des ministres ont été évalués. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les ministres sont disciplinés. Il y a par exemple des ministres qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions. Je vais citer ici M. Doudou Famba, qui est le ministre des Finances. Nous voyons ici Mme Agassia Bandoubulo, qui est en train de réaliser des exploits dans son domaine. Nous voyons ici M. Moutamba, qui est aussi vice-ministre d'État et ministre de la Justice, qui est en train de restructurer, faire des innovations dans ces secteurs-là. On n'oublie pas ici, du côté infrastructure, vous voyez que l'Eurocad est en train de prendre place. Il y a des réalisations à ce niveau-là. Et puis, nous voyons que le taux de dollar est stabilisé jusque-là. Cet avis n'est nullement partagé par l'opposition congolaise qui estime qu'aucune bonne décision n'a été prise durant les 100 premiers jours du gouvernement souminois. Dans les 100 jours, nous n'avons pas de signaux forts, surtout de la part de la première ministre qui devait en réalité sur pied des dispositions pertinentes de l'article 93 de la Constitution
être à la direction des actions publiques, mais éventuellement être la coordinatrice de tout ce qui s'est fait dans l'État et au nom et pour le compte du gouvernement. Nous nous rendons compte que l'essentiel de ce qui est fait échappe à son contrôle. Il n'y a pas une coordination, il n'y a pas une direction. Chaque ministère apparaît autonome et cela réduit dans une large mesure la capacité de coordination. Or, sans coordination, il est difficile d'atteindre les objectifs et de manière harmonieuse. Donc, nous comprenons que tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement au niveau du gouvernement justifie dans une large mesure la non-amélioration de conditions de vie et de travail de la population congolaise. Impatiente, la population quinoise qui reste dans la soif de voir sa situation s'améliorer lance un cri d'alarme. Dans les 100 jours, moi, je ne saurais pas dire qu'elle a bien travaillé ou bien elle a mal travaillé parce que concrètement, je ne vois pas ce qui est de bon. Ce qui est de bon, juste, c'est quoi? Il n'y a rien qui a changé. Au contraire, la situation ne fait que s'empirer. Donc, c'est très difficile de le dire parce que ça fait quand même mal qu'on voit un gouvernement qui est en place 100 jours après. Concrètement, quand on veut vraiment évaluer en termes de réalisation, en termes d'impact, il n'y a rien qui est fait. Les 100 jours du gouvernement souminois coïncident avec la rentrée parlementaire. Les élus qui reviennent des vacances parlementaires ont promis un contrôle parlementaire sans complaisance. En parlant justement de l'Assemblée nationale, l'état de siège a été prorogé pour la énième fois après un débat tendu ce jeudi. Les élus de l'Est ont claqué la porte, estimant que cette mesure actuellement en vigueur a montré ses limites au regard de la détérioration de la situation sécuritaire. C'était à l'issue d'une plénière présidée par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Au total, 331 sur 338 députés nationaux présents ont prorogé l'état des sièges décrété depuis près de 3 ans dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette prorogation est intervenue après un débat tendu entre certains députés et des élus des 2 provinces sous état des sièges. Au regard de ce qui précède le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans certaines provinces du territoire national est adopté. Certains estiment que cette mesure exceptionnelle a largement démontré son inefficacité et qu'il faille la lever tout simplement. Nous sommes très sérieux parce que continuer à voter d'une manière automatique l'état de siège sans évaluer son apport, c'est une haute trahison. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts qui continue d'augmenter, le nombre de déplacements massifs, et nous avons en tout cas la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business. Répondant à cette préoccupation, les députés défenseurs de cette décision du président Tshisekedi jugent illogique de lever cette mesure tant que la sécurité, objet de l'instauration de l'état des sièges, n'a pas encore été retrouvée dans cette partie de la RD Congo. Le projet de loi voté ce jour a été présenté aux députés par le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. La plénière a été présidée par le premier vice-président de cette institution, Jean-Claude Tshilumbayi, en raison de l'absence au pays du président Vital Kamerhe. Et au Sénat, l'ouverture de la session de septembre au Kasaï oriental a été au centre des échanges entre le premier vice-président José Kalalawa Kalala et le gouverneur de cette province, être l'interface entre le pouvoir exécutif au niveau de la province et l'Assemblée provinciale. C'est la mission qui s'est assignée le premier vice-président du Sénat. Après ouverture de la session ordinaire de septembre au Sénat, ce jeudi, le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalalawa Kalala, reçoit à son cabinet de travail le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Willy Mouya est venu annoncer l'ouverture imminente de la session ordinaire de l'organe délibérant du Kasaï oriental. Il était chez nous en Bujumaï dernièrement en tant qu'élu des élus. Il était venu nous voir. Et nous l'avons sollicité par nos petits besoins que nous avons pour la rentrée parlementaire. Et il nous avait demandé de venir et c'est chose qui est faite aujourd'hui. Nous avons qu'à lui dire merci pour ce geste de grande valeur. Au cours de cette même audience, les questions liées au développement de la province du Kasaï oriental ont été abordées. Il se focalise pour le développement du Kasaï oriental dans tous les sens.
Et chaque fois qu'on aura besoin à parler de ces questions-là, c'est les bienvenus chez lui. Respectueux de sa parole, comme il avait promis lors des vacances parlementaires d'être le cordon ombilical entre le pouvoir central et provincial, le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, a posé un geste de soutien pour les travaux de réhabilitation et équipement de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Et après avoir analysé les actions de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, les confessions religieuses ont été reçues par Aziza Mounana Nathalie pour réfléchir ensemble comment mettre en place un partenariat pour venir en aide aux nécessiteux, les orphelins et veuves, selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est un jour béni pour la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, qui a reçu les chefs des confessions religieuses du pays dirigés par l'évêque général Ejiba Mapia dans la salle des réunions du ministère. D'entrée des jeux, les hommes de Dieu ont rendu un hommage à Nathalie Aziza Mounana au regard de ses grandes réalisations dans les social et l'humanitaire depuis sa prise de fonction. En venant à la rescousse des déplacés des guerres causées par les agressions rwandaises, veuves des militaires, orphelins des guerres, personnes de troisième âge et autres nécessiteux, notamment dans la partie orientale du pays et dans le sud-est. Les chefs des confessions religieuses ont présenté à Aziza Mounana les vœux de l'accompagner dans cette lourde tâche. Chrétienne de son État, Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, a toujours collaboré avec les hommes de Dieu, ce qui a justifié ces échanges fructueux avec les représentants des églises qui n'ont pas caché leur satisfaction de saisir l'opportunité de conclure de nouveaux partenariats avec le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Dans un gouvernement, on est là pour réaliser le projet de société du chef de l'État. Et elle est vraiment dans cette ligne droite. C'est pourquoi elle s'est dit qu'ensemble avec les confessions religieuses, nous pouvons faire en sorte que la population dans sa globalité. Les hommes de Dieu n'ont pas manqué de féliciter les chefs de l'État Félix Tshisekedi pour ce choix judicieux porté sur Aziza Mounana Nathalie afin de matérialiser sa vision qui est celle d'être toujours proche de la population. Saluant également la confiance de la chef du gouvernement, Judith Suminwa, témoignée à la femme dont les œuvres sociales dépassent les frontières. Les actions sociales communes entre la ministre et les représentants des églises sont prévues incessamment dans l'objectif de redonner le sourire aux personnes affligées. Après 4 ans à la tête du Fonds forestier national, le directeur général Honoré Mulumba Kalala fait le bilan au cours d'un entretien ce jeudi de son parcours qui jusqu'ici est sans faille malgré les embûches sur sa route. Il promet d'intensifier davantage des stratégies pour augmenter les recettes de cette entité publique et pour maximiser les recettes et lutter contre la corruption. Le numéro 1 du FFN a annoncé la mise en place d'une commission mixte DGDA, OCC, FFN en vue d'une meilleure surveillance. Cet entretien était crucial pour le patron du Fonds forestier national qui totalise 4 ans à la tête de cette institution. Le DG du FFN a rappelé ses réalisations depuis son accession à ce poste en 2021 où il a apporté des réformes, lutté contre la corruption et les antivaleurs au sein de cette institution. Honoré Mulumba Kalala, bien que combattu, ne baisse pas les bras pour faire rayonner cette institution. De ces faits, il a mis en place des stratégies pour augmenter les recettes du FFN. Nous avons réussi à mobiliser les recettes à 95%, comme je le disais tout à l'heure. Et cela fait mal à beaucoup de gens. Mais je crois qu'actuellement, le chef de l'État et la première ministre, ce qui les intéresse, sont des directeurs généraux ou des mandataires qui sont capables de mobiliser les recettes. Au-delà de qui a dit quoi, qui a fait quoi, il paraît que détournement. Alors, nous avons plusieurs stratégies. Je voudrais vous informer tout d'abord que nous avons réussi avec la DGRAD, si vous voulez, mes collègues mandataires de la DGRAD, pour demander au ministre de Finances. Il comprend et connaît les difficultés de ces deux entreprises, que dis-je, établissements publics. Et donc, nous allons déjà, avec sa décision,
faire descendre une équipe mixte. Nous avons donc décidé de travailler avec l'équipe mixte de la DGRAD, que j'ai réunie ici il y a 3 mois. Et cette mission commence la semaine prochaine. Et finalement, il n'y aura plus de minoration, il n'y aura plus de tricherie, le contrôle sera sévère. Déterminé, Honoré Mulumba Kalala promet d'étendre le Fonds forestier national dans toutes les provinces de la RDC et s'engage à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, afin que son deuxième quinquennat soit une réussite. La population de la province du Olomami appelée à l'unité et à la cohésion nationale autour du président de la République. Message de la députée Yumba Kalenga. Elle s'engage à tout mettre en œuvre pour soutenir les actions du président du Sénat Sama Lukonde dans sa bataille pour le développement du Olomami. La rentrée parlementaire de ce lundi 16 septembre 2024 annonce ses couleurs face aux défis de la population. Dans le Olomami, Isabelle Yumba Kalenga, élue légitime de la population de cette province, a promis de faire le suivi des desiderata de cette population autour du président du Sénat, l'honorable Sama Lukonde Kyenge. À l'arrivée du numéro 1 de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Isabelle Yumba Kalenga, à travers sa fondation Kalenga Mushimbi, avait mobilisé sa base avec un appel à la cohésion vers l'unité des filles et fils du Grand Katanga pour soutenir le président de la République Félix Tshisekedi, engagé résolument à remettre la paix à l'est de la RDC. Il faut consolider les acquis et soutenir les efforts du chef de l'État tout au long de ce quinquennat. Là, nous sommes délégués par l'honorable Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, la députée nationale élue de Kamina, qui a daigné aussi déléguer sa base naturelle, qui reste ici à Lubumbashi pour aller réserver un accueil digne de son rang au fils du Katanga Jean-Michel Sama Lukonde, élu président du Sénat. C'est sa toute première arrivée, donc son retour ici au Katanga. Nous avons mobilisé toutes ces bases, la fondation des ressortissants de Bundwe chez Dani Banza, parce que d'aucuns ignorent que c'est l'honorable Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle qui est la présidente nationale du club Bundwe. Pour cette rentrée parlementaire essentiellement budgétaire, l'honorable Isabelle Yumba Kalenga promet de tout mettre en œuvre pour que le budget 2025 tienne compte des besoins urgents de la population du Olomami. Et en sport, les équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames seniors connaîtront leur adversaire ce jeudi à l'issue du tirage au sort qui sera effectué à l'hôtel Hilton. Plusieurs invités de marque sont annoncés à cette cérémonie de tirage au sort qui va se dérouler en présence du président de la Confédération africaine de handball. Tous les ingrédients sont réunis pour que la fête de handball se déroule dans de bonnes conditions. Ce jeudi, le pays qualifié connaîtront leurs adversaires de poule à l'issue du tirage au sort qui sera effectué à l'hôtel Hilton. Le président de la Confédération africaine de handball, Manserou Aremou, qui séjourne à Kinshasa, est très satisfait de l'évolution des choses à un mois du coup d'envoi. Pour cette opportunité que la famille du handball du Congo démocratique m'offre pour fouler le sol de Kinshasa, à l'occasion, ce qu'on peut appeler la première fois. Discipline sportive confondue. Comme vous le dites, en tout cas moi je sais que par rapport au handball, c'est la première fois et l'histoire retiendra que c'est en notre temps, le président Bayo et moi, que nous avons écrit cette histoire. Le préparatif vend bon train. Tom Kisienda, premier vice-président de la Ligue de handball de Kinshasa, rassure les amoureux de cette discipline quant à une meilleure organisation de cette première CAN à Kinshasa. Nous avons commencé à préparer cet événement, cette grande activité depuis plusieurs mois. Nous étions déjà en train de mettre les choses en place. Maintenant là, nous sommes focalisés pour la journée du 19 septembre pour la cérémonie de tirage au sort. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames seniors va se dérouler à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre au gymnase de Martyrs de la Pentecôte. Allez, venons en rappel des principaux titres. Il a toujours la confiance du chef. Félix Tshisekedi instruit Jules Alinguete de poursuivre sans désemparer la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. L'inspecteur général, le chef de service de l'IGF, a été reçu par le président de la République.
100 jours du gouvernement souminois, les réalisations n'y sont pas encore palpables dans les circonscriptions au regard de la situation misérable dans laquelle vivent les Congolais dans presque tous les secteurs de la vie nationale. L'opposition, la majorité, mais également la population livraient leurs impressions dans ce journal. Controverse autour de la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. La énième prorogation a été votée à l'Assemblée nationale sans les élus de l'Est qui ont claqué la porte, estimant que cette mesure actuellement en vigueur a montré ses limites au regard de la détérioration de la situation sécuritaire. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout restez fidèles à Télé 50. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.